Hello, ladies and gentlemen, and welcome to yet another edition of Health Update on the African television. We are pleased to count you amongst our viewers. Cameroon, on November 20, 2023, received the first consignment of the malaria vaccine dubbed the RT-SS or even Mosquirix. This from the World Health Organization to help the country combat malaria, which is transmitted by a bite from the female Anopheles mosquito. Official figures estimate that 500,000 people in Cameroon and across the globe die each year following malaria, and this affects mostly children below the age of 5 and pregnant women. It is for this reason that the vaccines have come to Cameroon and to some 12 other countries that were selected by the World Health Organization to receive these vaccines and to fight against malaria. And today we'll be receiving someone from the field in the person of Dr. Andreas Njor. He will try to explain to us the reason why we should take this vaccine without fear. But before we do so, ladies and gents, let's meet right now François-Kevin Njega. He has health news that marked the week. Lutte contre le sida. Les autorités sanitaires du Cameroun, réunies le 29 janvier dernier à Yaoundé, autour du professeur Louis Richard Njor, ont évalué le niveau de mise en œuvre et l'impact des interventions. C'est l'objectif poursuivi par la revue à mi-parcours du plan opérationnel pays COP23 du plan présidentiel d'urgence de lutte contre le sida, dont les travaux ont permis de faire les exposés et discussions thématiques qui ont meublé la revue. Exercice budgétaire 2024 au ministère de la Santé publique. Rigueur, rationalité et efficacité. Le lancement de l'exercice budgétaire 2024 au ministère de la Santé publique s'est déroulé le 30 janvier 2024 à travers un atelier présidé par le Dr Manachi Manaouda. L'atelier relatif au lancement du budget pour le compte de l'année 2024 au ministère Santé regroupant les hauts responsables, les chefs de projet et programmes de santé, les ordonnateurs délégués et les... Ministère Santé UMOA. Une coopération active. L'Union des radiodiffusions promeut la prévention et le dépistage du cancer au Cameroun. Le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion a été reçu en audience le 29 janvier 2024 au nom du ministre de la Santé publique par le professeur Louis Richard Njor, secrétaire général du ministère de la Santé publique. Une opportunité pour le patron de l'Union des radiodiffusions de présenter au secrétaire général du ministère de la Santé les contours de la conférence internationale panafricaine sur les médias audiovisuels africains face à l'intelligence artificielle. La 11e édition de la Journée mondiale de la lèpre s'est célébrée le 28 janvier 2024. Une opportunité pour l'ONG Ellen Keller International de sensibiliser les uns et les autres sur les mesures à prendre pour éviter cela et de participer à l'éradication de la stigmatisation que font face ces malades de la lèpre. Mondial des maladies tropicales négligées. L'ulcère, le buruli, le bilharziose, les fibroses lymphatiques, maladies du sommeil ou lèpre. Ces maladies font partie des 14 maladies tropicales négligées recensées au Cameroun et qui touchent plusieurs citoyens, surtout en zone rurale dans le pays, où l'accès à l'eau potable ou des services de santé de qualité inexistants et aux moyens d'assainissement difficiles. C'est dans ce contexte que s'est célébrée la Journée mondiale des MTN le 30 janvier dernier. Mondial des maladies tropicales négligées. L'ulcère, le buruli, le bilharziose, les fibroses lymphatiques, maladies du sommeil ou lèpre. Ces maladies font partie des 14 maladies tropicales négligées recensées au Cameroun et qui touchent plusieurs citoyens, surtout en zone rurale dans le pays, où l'accès à l'eau potable ou des services de santé de qualité inexistants et aux moyens d'assainissement difficiles. C'est dans ce contexte que s'est célébrée la Journée mondiale des MTN le 30 janvier dernier. La semaine dernière, le ministre de la Santé publique a assisté au conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, en Suisse, une rencontre basée sur le rapport avec le changement climatique, la pollution et la santé. C'était l'occasion alors d'évaluer principalement l'incidence des produits chimiques, des déchets et des populations sur la santé. C'est tout pour votre information sanitaire de cette semaine. À nous revoir la semaine prochaine. Now, welcome back, ladies and gentlemen, to this set. Thank you, François-Kevin Njega, for the plenitude of information that marked this week. We're hoping that you're going to be a part of us next week. We wish you a blissful weekend. Ladies and gentlemen, I was telling you at the very beginning of this program that today we'll be receiving
somebody from the medical field. Il est du programme élargi de vaccination, that is le PEV, et il s'appelle le Dr Njong Andreas. Il est le secrétaire permanent adjoint du PEV. Avec lui, nous parlerons du vaccin contre le paludisme. Environ 300 000 ou 320 000 doses de ce vaccin sont arrivées au Cameroun le 20 novembre 2023. Et déjà, les vaccinations ont commencé sur l'étendue du territoire national. Avec lui, donc, nous allons essayer d'éclaircir la lanterne des Camerounais, mais également, il va nous dire pourquoi est-ce qu'on doit prendre ce vaccin. Bonjour, Dr Andreas, et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, Joyce. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien. Merci beaucoup. Alors, let's dive straight into the subject matter. We would like to know, from the layman's point of view, what is malaria and about how many people across the globe, or even in Cameroon particularly, does it affect? Of course, it's good to remember that malaria is a major public health problem that touches the population, particularly those in the African continent. And we must highlight that we have over 650 million cases of malaria yearly, and over 500,000 of those affected die of the disease, and particularly children under 5. And in Cameroon, it's a major problem for us. Every day we go to the hospital, our children are sick because of malaria, and we have over 3 million cases of malaria in our context yearly. Most of these are children, and it's good to note that data from 2021 shows that 6 out of every 1,000 children that have malaria die of the disease in Cameroon. So you can imagine the burden to the children, to families, and to the nation at large. We therefore understand malaria could be a racist disease since it affects mostly black people. Why is that so? I'm not really sure we should consider it as a racist disease. That might be really out of question. It's good to note that it's a disease that is more common in the tropical areas where we find ourselves, particularly sub-Sahara Africa. And regardless of your race, your color, your orientation, your belief, and you live in this area, you are highly vulnerable to malaria because the mosquito, the female Anopheles, will bite you and will drop in the sporozoid, which will grow and cause the disease. So it's about where we are, where we live, that makes us vulnerable because of the exposure. And that is why we try to control it by controlling the vector, the mosquito that favors or transmits the disease. Very well. So while preparing this program, I realized that official figures estimate that over 500,000 people die each year in Africa with regards as a result of malaria. But this comes at a time when barrier measures keep increasing. We have sprays to fight against malaria. We have treated mosquito nets. What could justify the increase in these numbers? Just some weeks ago, we were doing a report from our newsroom which said that mosquitoes have increased in Yaoundé in recent days, and they are a bigger breed. So we went to the hospitals trying to find out if the cases of malaria have increased. And then the doctor told us that that morning he had consulted 25 people and 20 of them were positive to malaria. So what justifies this at a time when we have mosquito nets, we have sprays, we have every other thing that could help us to fight against malaria? Yes, of course. The first thing to note is that malaria has been with us from time immemorial. For so many years, and it's not a new thing. And the challenge is that we have been unable to control malaria till today. And of course, caused by the mosquito, it shows that whatever we use to limit mosquito bite will help us not to get the disease. But of course, the current platforms have been able to protect us for so many years, but they are not complete. And that is why there is a need to step up and get better protection, or to add to the protection. So, talking about the use of mosquito net, of course, we hold on to the long-lasting insecticide-treated bed net, the use of residual spraying and every other method to fight the vector. But you bear with me that even after the long-term use of this insecticide, at some point, even the mosquito develops some resistance against the insecticide, and that is also a problem. And so
researchers continue to improve to be able to manage it. Again, whenever the environment favors mosquito breeding, then malaria would thrive. So those are some of the elements that play. And in addition to prevention, there are also measures like prophylaxis, medications that are given to children. And pregnant women. And pregnant women to limit the disease. All of these methods have been there for a while. And have developed a resistance? Not yet. Okay. Not yet. But of course, you will note that to the malaria medication treatments, at some point they were resistant, and that's why we moved to combined therapy. So not just one drug is found in the molecules we commonly find in the market. There are at least 2 products in it to help us manage the parasite. And to note, these methods have been there. They are helping us. But it has not been enough, and that is why scientists have been working very hard to come up with a vaccine to add to these existing methods to help us. So this vaccine is a savior? It's an additional protection to the existing platform, so it will help us fight the malaria more effectively. Which means that sometime after this, mosquitoes will develop something deeper, something stronger, and then we'll have to look further to find something else. So this vaccine is not actually the best thing that could happen to the fight against malaria. I must highlight here that the vaccine is a golden step to fighting the disease. And you must note that the vaccine is not against the vector. It's not against the female Anopheles mosquito. The vaccine helps our body to produce antibodies to fight the parasite. It's different. So the vaccine does not come to fight the parasite, but the vaccine comes to stimulate our body to produce antibodies naturally from this acquired intervention to fight the parasite. And so the risk for resistance is almost zero. Alors, le Cameroun donc vient de recevoir en novembre 2023 plus de 300 000 doses du vaccin RTSS, aussi appelé Mosquirix, comme vous venez de me l'apprendre. Alors, est-ce que ce vaccin ne concerne que les enfants entre 0 et 6 mois et 9 à 12 mois? Parce que dans des centres de santé que nous avons visités dernièrement, on a vu sur des plaques affichées vaccin disponible pour les enfants de 0 à 6 mois et de 9 à 15 mois. Est-ce que les adultes aussi peuvent prétendre à prendre ce vaccin? Tout à fait. Il faut noter, naturellement, tout le monde qui est exposé doit se protéger. Mais dans ces cas, il faut également noter que la quantité du vaccin disponible est très, très limitée à l'échelle mondiale, avant de parler même du Cameroun, parce que le Cameroun ne peut même pas avoir ce qui n'est pas disponible à tout le monde. Et donc, quand le stock est limité, on part au groupe le plus vulnérable. Et ce groupe le plus vulnérable, c'est les enfants de moins de 2 ans. Et donc, c'est pour cela que le ministère de la Santé a introduit la vaccination cette année, c'est janvier 2022, pour les enfants à partir de 6 mois. Et donc, la première dose est donnée à partir de 6 mois, la deuxième dose suit à 7 mois, troisième dose à 9 mois, et puis il y a une dose de rappel à 24 mois. Donc, en fait, c'est pour protéger ces groupes le plus vulnérables. Mais si le vaccin est pris par quelqu'un d'une autre tranche d'âge, voilà, ça sera un plus. Mais là, c'est pour pénaliser cette population qui est le plus vulnérable, donc a plus besoin de ces vaccins pour sa protection. D'accord. Le Cameroun, le Niger, le Burkina Faso, ce sont des pays qui ont été sélectionnés ou des pays qui which stood out et qui vont donc recevoir les doses de ce vaccin. Le Cameroun a déjà reçu ces doses à elle. Qu'est-ce qui justifie le choix de ces pays? Voilà, déjà ce qu'il faut préciser, c'est que ces pays n'ont pas été choisis au hasard. La première chose, c'est que ça, ce sont des pays où le fardeau du paludisme est le plus élevé. Et maintenant, avec le stock limité du vaccin à l'échelle mondiale, chaque pays, dans son stratégie nationale pour la lutte contre le paludisme, élabore un programme de lutte, un plan de lutte. Et dans le plan du Cameroun, la vaccination a été un élément majeur, comme pour presque tous les pays de l'Afrique sous-saharienne. Il faut noter déjà qu'il y a minimum 12 pays qui sont sur le pipe d'avoir
de débuter ou bien de poursuivre la vaccination contre le paludisme. Et maintenant, avec le stock limité, il était question pour que chaque pays élabore son plan, fait la demande, une demande de qualité, et puis avec surtout l'appui de l'État pour accompagner ces processus. Et donc, les tout premiers pays ont bénéficié des doses disponibles. Et ça a été le cas du Cameroun. Donc, sa demande a été de qualité avec l'appui significatif de l'État. Et le Cameroun a bénéficié parmi les tout premiers pays en Afrique d'avoir ces vaccins. Ce n'est pas qu'il a été choisi, mais plutôt il a donné les preuves qu'il était compétent pour introduire ces vaccins, pour protéger efficacement la population, surtout les enfants de moins de 2 ans, dans les zones où le risque est le plus élevé. En tant que personnel de santé, quelle méthode préconisez-vous pour donner ces vaccins aux enfants ou à la population? Est-ce que c'est la sensibilisation? Est-ce que c'est la force? Est-ce qu'on donne juste et puis après on vous informe? Comment est-ce que ça se passe à un moment où on sait que les Camerounais sont déjà réticents par rapport au vaccin? Oui, voilà, vous savez, ça fait déjà près de 2 semaines que le Cameroun a introduit ce vaccin. Et je suis sûr que nous observons dans nos communautés que personne n'est forcé pour prendre le vaccin. Et bon, c'est ce que vous dites sur le plateau. Ce n'est pas toujours ça dans les quartiers. Oui, ça c'est votre point de vue qui n'est pas toujours juste, mais vous avez droit à votre point de vue. Mais moi, je vous informe comme l'expert sur le terrain. Ça fait partie de mon travail, donc je peux vous informer pour vous orienter. Donc, il faut noter que déjà, nous avons administré plus de 10 000 doses de vaccins. Et je vous informe également que la prise de ces vaccins est très élevée dans les 10 régions du pays. Et déjà, la couverture mensuelle, après moins de 2 semaines d'introduction de ce vaccin, est à près de 40% de la population cible a été vaccinée pour le mois de janvier. Tout à fait. Et quand nous prenons, il y a des régions comme le nord, comme l'est, comme l'Adamawa, comme le centre et comme le littoral. Voilà les régions où nous avons des couvertures qui varient entre 40 et 70. Et la région la plus faible au Cameroun en ce moment, c'est surtout les régions du nord-ouest et du sud-ouest où la couverture est à moins de 20%. Donc, quand vous, étant expert de la communication, quand vous entendez ces chiffres qui sont vérifiables, vous pouvez penser toujours que la population est réticente après 10 jours d'introduction du vaccin. Je suis sûr que votre réponse, c'est non. D'accord. Merci, docteur. Et alors, combien de doses vous avez dit que les enfants doivent prendre à 6 mois, à 7 mois, à 8 mois, et puis on renforce à 15 mois, c'est ça? Oui, en fait, la première dose est donnée à partir de 6 mois de vie. Et donc, quand l'enfant a pris la première dose, un mois après, ça fait 7 mois, il prend la deuxième dose. Et puis, à 9 mois de vie, il prend la 3e dose. Et maintenant, la 4e dose, qui est une dose booster, est donnée à partir de 24 mois. Donc, considérons donc qu'on est en train de donner ces doses-là à une grande personne. Est-ce qu'on doit prendre normalement 4 doses? Oui, malheureusement, il faut réitérer que le stock n'est pas disponible pour les grandes personnes. Donc, l'État va faire son mieux à travers le ministère de la Santé pour assurer que notre population vulnérable prenne le vaccin. Si vous et moi, on est affectés par le paludisme, on n'a pas de grands risques comme un enfant qui n'arrive même pas à fermer les moustiquaires quand il dort la nuit. Il sera piqué. Et quand il développe le palud, c'est très souvent la forme grave. C'est là où on a beaucoup de décès. Il faut noter que nous avons 6 sur 1000 enfants qui meurent du paludisme dans notre pays. Et donc, c'est pour cela que ces vaccins, c'est pour ces enfants de moins de 2 ans. Donc, à partir de 6 mois, on va les donner à 7 mois, à 9 mois et à 24 mois pour une protection optimale contre le palud, surtout la forme grave et les décès. Merci, Dr Andreas, d'avoir accepté de répondre à d'autres questions. Mais avant de partir, je voudrais vous demander, est-ce que vous croyez que des méthodes traditionnelles fonctionnent contre le paludisme? Oui, déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des méthodes dites traditionnelles qui sont là depuis. Et la première chose, la plus simple, c'est l'hygiène environnementale. Tant qu'on n'a pas l'eau stagnante, on n'a pas le niche ou l'anophèle
va reproduire, va se développer, on n'aura pas de transmission du sporozoïde d'une personne à l'autre. On ne sera pas infecté, pour dire. Et en plus de ça, même quand l'anophèle arrive à croître dans notre environnement, on protège en utilisant les barrières, les moustiquaires, portant les habits qui nous couvrent. On dort dans les moustiquaires, on pulvérise avec les insecticides. Et en plus de cela, certains utilisent même les applications locales pour éviter ça. Mais toutes ces méthodes sont là, ça marche. Mais le problème, c'est que si il y a des méthodes qui existent, mais on a toujours les cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut faire pour limiter. Et cette chose de plus qui arrive en ce moment, c'est la vaccination. N'oubliez pas que la science est toujours en train d'évoluer, étant donné que les hommes que nous sommes en train d'évoluer dans notre société et les générations qui viennent développer, c'est la même chose avec la connaissance. Et donc, le vaccin a été développé et nous pensons que c'est un pas très important, ultime, pour lutter contre ces parasites qui a été un problème majeur, surtout dans notre zone de l'Afrique et le Cameroun. Thank you, Doctor. A last word. Anything else? Oh, thank you so much, Joyce. It's been a great pleasure for me to take part in this presentation, and I appreciate the effort of the media actors that you belong to, because you help take the right message to the population. And I take this platform to highlight that the malaria vaccine is a supplementary intervention to the existing measures that are in place to fight malaria. This vaccine, given in 4 doses, will help protect our children against severe form of malaria and especially death. So I call on the population to get their children vaccinated from 6 months in all the districts that are high risk and that have been selected for children to receive their vaccine against malaria. This method adds to existing measures. So please, let's continue the various methods, use of mosquito nets, insecticides, covering ourselves, and taking the chemoprophylaxis for children and pregnant women to protect ourselves, and then vaccine for the children under 2 years. It will help us to be safer, to be stronger, and to invest more our energy and resources on other things than managing malaria and losing our kids. Thank you so much. Thank you, Dr. Andreas Joy. It was a pleasure to have you on our set. We'll see you next time. Thank you so much. Right behind, ladies and gentlemen, let's meet Valérie Naïsomba. Elle revient aujourd'hui avec les astuces du jour. Et dans ces astuces, elle nous parle de comment entretenir nos pieds. Yes, you heard right. Comment entretenir nos pieds. C'est juste derrière avec Valérie Naïsomba. Les talons crevassés constituent bien plus qu'un simple problème cosmétique et peuvent causer des sensations désagréables et douloureuses. L'on classe la peau sèche et fendillée des pieds comme étant le résultat d'une mauvaise hydratation de la peau et peut même être aussi à l'origine de la mauvaise odeur des pieds. Pour éliminer la peau durcie des pieds et des talons, nous vous proposons quelques solutions pratiques, notamment commencez par offrir un bain adoucissant à vos pieds en plongeant ces derniers pendant au moins 20 minutes dans de l'eau chaude et réchauffez-les aussi délicatement. Vous pourrez y ajouter des sels de bain qui apporteront des minéraux et des oligo-éléments importants à vos pieds. Vous pouvez aussi remplir une bassine d'eau tiède et ajouter du vinaigre de cidre ainsi que 2 cuillères à soupe de glycérine végétale, car son acidité permettra de déliter un petit peu la corne et la glycérine aidera votre peau à capter l'eau, puis laissez tremper vos pieds dans ce bain une bonne vingtaine de minutes. Les citrons et l'aspirine sont également un bon atout pour les crevasses. Il suffit de faire fondre 2 ou 3 comprimés d'aspirine dans une cuillère à soupe de jus de citron dans le but de former une pâte consistante que vous allez appliquer en couche épaisse sur les callosités et envelopper le pied d'un film étirable, puis appliquer le linge chaud et laisser poser
15 à 20 minutes. Le cataplasme à l'ail présente un avantage considérable pour les crevasses. Découpez l'ail en rondelles, appliquez-la à même votre épiderme en faisant un bandage, puis maintenez en place toute la nuit. Après les différents bains de pieds ainsi réalisés, il faudra frotter les pieds pour faire tomber les cellules mortes grâce à une pierre ponce, une râpe ou une lime à pied, un coupe-corps ou encore une lime à talons. Une fois la pédicure entamée avec l'extraction des peaux mortes, il faut hydrater les pieds grâce aux huiles essentielles et aux huiles végétales hydratantes, à l'exemple de l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba, l'huile d'argan, car l'hydratation constitue en effet un moyen de prévention de plus efficace contre la formation de cornes aux pieds. Notez tout de même qu'il est toujours indispensable de se rendre chez un dermatologue qui vous aidera à choisir votre crème anti-inflammatoire et vous conseillera de façon générale. Prenez donc soin de vos pieds, car les crevasses, si elles ne sont pas traitées, peuvent s'approfondir et même parfois saigner. Voilà donc qui met fin à notre astuce cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Thank you, Valerina Isomba, for the crispy information that you just gave us today in our health tips. I think I'll try one or two of them this weekend when I have a little time after the program. Ladies and gentlemen, do stay glued to the rest of the programs of the African television. That's how we saw it for today's edition of Health Update. But do not forget to get to the closest health district to get your children inoculated, because as you heard, the vaccines are meant just for children below the age of 2 in Cameroon, given the fact that they are not enough. Do well to get your children vaccinated against the killer disease, which is malaria. It is the first killer disease in Africa, according to reports from the World Health Organization. Ladies and gentlemen, it is on this note, ladies and gents, that we draw curtains on today's edition of Health Update on the African television. If you have any contribution or any complaints or question, do get to us on the number right below your screens. Meantime, enjoy the rest of the programs of the African television and enjoy your weekend. Good morning.